Merci infiniment à notre invité du jour. Ça fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans les après-midi de la tech, la série de panels que nous avons lancée il y a plus d'un an maintenant pour échanger sur les grosses problématiques qui agitent le digital au Sénégal, ailleurs en Afrique et dans le monde. Merci aux différents partenaires dont la liste se trouve sur l'infographie du numéro de ce 16 juin 2021. L'un des très récents, le Fonds de développement du service universel de télécommunications, qui nous fait l'honneur de nous accompagner. Un accompagnement mutuel arrivant au bon moment. Nous voudrions ici même redire notre plaisir et notre infinie gratitude au coordinateur, M. Amadou Manel Fall, et nous le disons donc au coordinateur Amadou Manel Fall, invité de la session de cet après-midi. Je peux dire que nous sommes très ravis aujourd'hui de le recevoir, d'autant plus qu'on parle beaucoup de ce FDSUT, du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Ça n'a pas été facile d'avoir Amadou Manel Fall toujours sur le terrain. La preuve d'ailleurs, il est sur le terrain cet après-midi en ligne de Matam. Et je lui ai dit en off, mais c'est peut-être même tant mieux, parce que vous êtes sur le terrain, parce que quand on parle de services et d'accès universel, on parle aussi du monde rural. Tout ne se réduit pas au monde rural, mais évidemment, on parle du monde rural parce qu'au cœur de ces questions, j'imagine bien qu'il y a la question de l'équité. Mais bon, c'est à lui l'expert et coordonnateur de ce fonds de développement du service universel des télécoms, de l'unité de coordination de gestion, de nous dire, Amadou Manefal, que l'on remercie infiniment. Je ne vais pas dire beaucoup de choses de lui parce qu'il est invité justement pour nous parler de lui. Mais très rapidement, je précise qu'il est spécialiste des questions économiques, plusieurs fois conseiller au ministère de l'économie numérique, membre précédemment également du collège de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécoms et des postes du Sénégal. L'ARTP dont dépendait l'FDSUD, si j'ai bien compris, mais il va nous dire après, l'FDSUD qui a désormais comme tutelle le ministère que nous venons de nommer. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi un tel choix? Quel est l'impact sur le terrain? Quels sont les critères pour les interventions du fonds en question sur le terrain? De quoi s'occupe le fonds précisément? Quels sont ses domaines prioritaires? Autant de questions au menu, mais pas que, parce que dans la seconde partie, nous allons donner la parole principalement à nos discutants, mais globalement au public que vous composez. Vous que nous remercions d'ailleurs infiniment pour la fidélité depuis plus d'un an maintenant. Vous allez le voir, ce sont des acteurs qui, pour la plupart, sont déjà intervenus. Dado Barro, du côté de Dubaï, que l'on salue. Mohamed Bar, basé à Niamey au Niger, où il travaille pour RTL. Seyni Fati, que nous avons déjà reçu, que Manel connaît très bien, évidemment, ancien responsable à l'ARTP, aujourd'hui senior policy manager West Africa pour GSMA. Et enfin, Ousseynou Ndiaye, qui va sûrement nous rejoindre plus tard, si ce n'est déjà fait. Ousseynou Ndiaye, grand soutien de ces après-midi de la tech en charge de la régulation technique à RTL. J'ai traduit de l'anglais au français. Sûrement, si je me trompe, il va me rectifier un peu plus tard. Merci infiniment à tout le monde. Amadou Manel Fall, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est que ce n'est pas très évident. Vous intervenez en ligne du Fouta où se trouve actuellement le président de la République avec tous les démembrements de l'État parce que bien sûr, on le sait, le gouvernement fait un large focus sur Matam et globalement les régions du Nord, la mienne, Saint-Louis du Sénégal. Bienvenue encore une fois. Amadou, j'ai un peu parlé de vous. En 2 minutes, si vous deviez un peu revenir sur votre parcours, qu'est-ce que nous devrions retenir de vous au-delà du statut d'expert des questions économiques? Merci Ousmane, merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer dans le cadre de cette émission. Je vous en prie. Nous, au nom du personnel du FDSUD, nous en sommes très reconnaissants. Et donc, c'est vrai que j'ai un immense plaisir aujourd'hui à partager avec vous la parole du FDSUD. Si je dois revenir un peu sur ce que vous avez présenté, et puis avant tout, Oui. d'abord, permettez-moi aussi de saluer l'assistance, parmi lesquelles, évidemment, je reconnais beaucoup de personnes et je salue leur professionnalisme, leur engagement dans le secteur. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager cet après-midi
avec vous pour aborder les questions liées au service universel et en Oui. particulier au fonds. Je crois que vous avez fait un résumé assez exact, assez circonspect. Dans le secteur, effectivement, j'ai eu à travailler pour l'autorité de régulation, j'ai eu à travailler pour le ministère, donc au niveau des politiques publiques qui concernent directement le secteur. Et aujourd'hui, j'ai le privilège ou l'immense honneur de m'occuper de l'unité de coordination et de gestion du Fonds de développement du service universel et, comme vous l'avez rappelé, qui est rattaché au ministère. Et donc, voilà, je pense que c'est une assez bonne présentation, effectivement. Aujourd'hui, oui, je continue à œuvrer dans le secteur. C'est une chance, c'est un privilège et je l'apprécie à sa juste mesure. Merci, merci infiniment. Alors, beaucoup de choses, hein, de bonnes choses évidemment, se disent au sujet du Fonds de développement du service universel des télécoms. Et j'aimerais d'abord qu'on démarre par définir, autrement dit, délimiter un peu qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas. Très rapidement, quand on parle du FD Sud, pour le cas du Sénégal, c'est quoi exactement? Alors, le FDSUD, c'est le Fonds de développement du service universel des télécommunications. Il faut noter qu'il y a eu une réforme importante dans le secteur du point de vue juridique, avec l'adoption d'un nouveau cadre juridique qui est le Code des communications électroniques. Ce code, en plus de la notion de service universel, a introduit une dimension nouvelle, c'est l'accès service universel, qui a aussi Oui, son importance. Donc, ça permet un meilleur cadrage, une meilleure orientation des politiques publiques à ce niveau-là. Et avec tous les textes réglementaires nécessaires, il s'agit notamment d'un décret portant organisation et fonctionnement du Fonds de développement du service universel et oui, les arrêtés qui vont avec. Bien entendu, il reste encore certaines mesures à prendre d'ordre réglementaire. Je pense notamment à l'arrêté qui doit définir ou délimiter la zone du service universel oui. dans son ensemble et qui est un document attendu qu'on devrait avoir très prochainement, dans un mois ou deux maximum, compte tenu du fait que nous avons prévu un comité de pilotage présidé par le ministre Yankoba Diattara, ministre de l'économie numérique, Numérique et des télécoms. qui devra effectivement nous permettre d'avoir une délimitation quant à la zone de service universel. Et ceci facilitera évidemment la prise de mesures incitatives dans le cadre du service universel. On parle de réduction de fréquence dans les zones de service universel, ainsi que d'autres incitants qui seraient de nature à favoriser la couverture des zones blanches aujourd'hui en ce qui Oui. concerne l'accès des services de télécommunication. Voilà. Aujourd'hui, cette réforme assez importante a tendance à donner une nouvelle orientation en ce qui concerne le service universel au Sénégal, dont Oui. l'un des instruments de mise en œuvre est le fonds justement de développement du service universel des télécommunications. Euh, je ne sais pas si je peux dire davantage, bien Mais entendu, mais allez-y, je allez-y, pense allez-y. que cette première mesure, en tout cas du point de vue des lois et du point de vue juridique, est une importance capitale pour la nouvelle dynamique que l'État du Sénégal entend insuffler en ce qui concerne le service universel des télécommunications. À côté de ça, effectivement, il y a eu d'autres réformes. Le fait d'avoir détaché le fonds du giron de la RTP, qui est l'autorité de régulation du marché, pour l'arrimer aujourd'hui au ministère de l'économie numérique des télécommunications, a également du sens à mes yeux. Hein. Oui, oui, Euh, allez-y. Évidemment, dans le secteur, on se pose la question parfois de savoir le pourquoi, Oui, parce que la pratique était plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup de fonds qui sont rattachés à l'autorité de régulation. Évidemment qu'il y a une meilleure vue sur le marché, qui connaît un peu les limites de couverture des opérateurs et qui, jusqu'alors, pouvait insuffler des dynamiques pour corriger ces disparités-là en termes de couverture. Mais je pense qu'il est apparu important pour le législateur sénégalais de considérer le fonds comme étant un instrument de la mise en œuvre de la politique de l'État en ce qui concerne l'accès et l'équité territoriale par rapport à la couverture numérique, aux infrastructures numériques à mettre en œuvre.
Et donc, je pense que les deux raisonnements se tiennent. Nous avons fait l'expérience au Sénégal, en tout cas jusqu'à présent, d'une conduite du fonds sous l'autorité de régulation des télécommunications. Oui, Aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience que nous engageons et je pense qu'avec le temps, on saura faire le bilan de ce choix et pouvoir peut-être apporter, en tout cas, un meilleur éclairage sur ce qu'il y a réellement de fondamental dans ces deux options et je pense qu'on pourra effectivement se prononcer sur son efficacité ou non comme mesure. oui, oui, Mais oui, voilà, ce qu'on note aussi également, c'est que à côté de cet arrimage, on a institué l'unité de coordination et de gestion qui est totalement dédiée à la mise en œuvre des actions du fonds. Et ça, oui, c'est une nouveauté qui, à mon sens, aussi a son importance, parce que traditionnellement, c'est le personnel de l'autorité de régulation des oui, télécommunications qui, en dehors des missions qui leur sont dévolues, venait parfois également en appoint pour les besoins du service universel. Alors qu'ici, effectivement, l'unité de coordination et de gestion est une structure entièrement dédiée à la mise en œuvre des actions du fonds. Donc voilà, c'est des oui. choix, à mon sens, qui méritent en tout cas d'être expérimentés, mais avec le temps, on saura si la mesure est efficiente ou pas. En tout cas, je l'espère. Tout à fait, tout à fait. On y reviendra évidemment. Et peut-être que je suis un peu pressé parce que j'aurais aimé qu'on sache un peu s'il y a une nette amélioration parce que quand on change, j'imagine évidemment qu'on change pour le meilleur. Mais comme vous le dites, hein, le temps viendra pour qu'on puisse apprécier un peu la pertinence de ce changement un peu de tutelle. Aujourd'hui, Amadou Manel, parlez-nous des interventions. Vos domaines d'intervention, c'est quoi exactement? Toujours dans le préambule. Alors, deux axes majeurs. L'un, il concerne l'accès. On le note d'ailleurs dans le préambule ou dans l'intitulé du fonds. Donc, il s'agit, et des textes qui ont été adoptés, hein, je parlais tout à l'heure tantôt du Code des communications électroniques qui consacre en fait la notion d'accès slash service universel. C'est-à-dire que Oui, je pense que les autorités étatiques ont estimé qu'en dehors des missions classiques du service universel, l'accès des populations à ces services est une donne assez importante à prendre en considération. Et oui, aujourd'hui, donc, nous avons ces deux mamelles qui sont l'accès et le service universel de l'autre côté dans les missions du fonds. Lorsqu'on parle de l'accès, évidemment, on peut penser à toutes les dessertes, à toutes les infrastructures nécessaires pour mettre en œuvre cette politique de service universel. Traditionnellement, le service universel, j'aime bien prendre des images. Hein. allez-y, allez-y. On a les cabines téléphoniques publiques avec des jetons qu'on avait pendant des décennies un peu partout à travers le monde, qui ont tendance à disparaître un peu partout Oui, aujourd'hui. Et c'était un des éléments phares du service universel à un moment donné, c'est-à-dire permettre aux populations, où qu'ils soient en mobilité, de pouvoir avoir à proximité une cabine téléphonique qui leur permettait de passer des appels. À ça se sont substitués des télécentres à un moment donné. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut noter également dans les mesures importantes hein, l'acheminement des appels d'urgence en direction des services de secours, des services de police, etc. On peut noter également l'accès à des bases de données comme les bottins téléphoniques qui ont tendance à disparaître complètement, mais on connaît tous dans le temps les annuaires téléphoniques qui étaient édictés par les opérateurs, recensant l'ensemble des abonnés et mis à la disposition des populations. Aujourd'hui, effectivement, ces anciennes pratiques, en fait, qu'on notait fortement dans les missions du service universel, ont oui. tendance à disparaître du paysage. Mais je pense que le numérique, dans son prolongement, a apporté aujourd'hui d'autres éléments et d'autres solutions et qui répondent peut-être un peu plus aux besoins des usagers au quotidien. Voilà. Ah, oui.
Voilà. En tout cas, le fonds est vu comme une niche assez importante de plus en plus, hein, Amadou. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne risque pas, à force de solliciter le fonds, est-ce qu'on ne risque pas de le tuer un peu à la longue? Parce que ce que j'avais compris au départ comme esprit, c'est que les opérateurs font leur travail comme d'autres le font. Malheureusement, ils ne peuvent pas tout faire disons, parfaitement. Il y a des zones blanches et peut-être moi-même, j'ajouterai des zones oubliées que vous comblez un peu de plus en plus. Mais à force de solliciter le son et en s'éloignant un peu du numérique, est-ce qu'on ne finit pas par tuer le fond finalement? En tout cas, tuer l'essence même du fond. Vous en pensez quoi, vous? Ben, c'est une question, effectivement, que certains se posent, hein. D'ailleurs, il y a une tendance aujourd'hui portée par les opérateurs qui voudrait en fait que, compte tenu de l'inefficacité de certains fonds, Mhm. qu'on fasse carrément disparaître les fonds. Bon, c'est un raisonnement qu'on peut entendre. Est-ce Mhm. que c'est justifié ou pas? Pour ma part, en tant que aujourd'hui coordonnateur de l'unité Des de gestions. coordination et de gestion du fonds, Oui, je trouve que c'est aller un peu vite en besogne. Pourquoi? Ben, pour une simple raison, c'est-à-dire que la notion de service universel qui voudrait en fait garantir un accès équitable aux populations, il sera jamais, jamais, à mon sens, oui, atteint à 100%. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux fondamentaux. L'État a dans ses missions, dans ses prérogatives, en ce qui concerne les communications d'une manière générale, de permettre à l'ensemble des citoyens de pouvoir recourir à des moyens de communication, de pouvoir communiquer tout simplement. Et je oui, pense que dans la Constitution, cet élément est fondamental. Le droit à la communication, c'est un oui. droit consacré. Mhm. OK. Et aujourd'hui, effectivement, en libéralisant le marché, le secteur des télécommunications, le secteur des postes et bien d'autres, le secteur de l'audiovisuel et bien d'autres, Oui, l'État n'en est pas moins quand même responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des délégations de services publics oui, qui donnent des concessions à des opérateurs sur certains marchés libéralisés, que ce soit le marché postal, le marché des télécommunications, le marché de l'audiovisuel, avec des cahiers de charges pour les opérateurs, opérateurs postaux, de télécommunications ou autres, hein. Je pense que l'État n'en reste pas moins responsable oui, quant à l'impérieuse nécessité de pouvoir permettre aux citoyens, où qu'ils se trouvent sur le territoire, de pouvoir avoir accès à des moyens de communication. Donc, ça reste quand même une prérogative de l'État. Euh, bon, aujourd'hui, si on veut revenir à la notion de service universel, oui, les zones blanches, on les définit aujourd'hui en ayant comme critère essentiellement l'accès au débit, donc 3G et autres. Demain, il sera peut-être question de 4G. Et quand on le regarde sous l'angle de la 4G ou de la 5G, on se rend très vite compte qu'on est loin de pouvoir atteindre en fait cet objectif de fournir un accès équitable à l'ensemble des populations pour ces technologies qui sont évolutives et qui à mon sens, vont continuer à l'être. Donc, voilà, faire disparaître les missions du fonds ou les interventions du fonds ou les ressources du fonds au profit uniquement des acteurs qui opèrent sur ces marchés libéralisés, c'est aussi peut-être pour l'État de ne pas avoir la certitude d'une bonne exécution des cahiers des charges et des oui. délégations qu'elle a confiées ou concédées à des privés. Voilà, donc évidemment, du point de vue des opérateurs, c'est un autre raisonnement, mais du point de vue de là où je me situe, j'estime que, en tout cas dans la mise en œuvre des politiques publiques, le fonds est un instrument nécessaire pour la mise en œuvre des politiques publiques de l'État en ce qui concerne l'accès service universel. Tout à fait. Donc, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes quand je dis que vous êtes là pour tout le monde. Comment on vous sollicite, monsieur le coordinateur? On fait quoi? On écrit, on vient toquer un peu à votre porte. On fait quoi quand on veut solliciter le FD Sud ou bien on ne le sollicite pas? Sinon, donc, l'autre question, ce serait, il intervient comment alors? Les deux méthodes sont appropriées.
Mhm. C'est-à-dire qu'on peut nous solliciter et normalement, toute entreprise évoluant dans le secteur du numérique ou ayant des actions qui ont une portée sur le développement du secteur de l'économie numérique peut effectivement avoir le loisir de nous solliciter et demander un accompagnement du fonds. D'un autre côté, à la question de savoir comment le fonds intervient, Oui, simplement parce que nous avons un plan stratégique qui a été adopté, nous avons un comité d'orientation stratégique avec une note d'orientation stratégique et nous essayons de faire en sorte d'avoir des actions qui collent aux objectifs et aux missions qui nous ont été assignées. oui. Sinon, il n'y a pas de restriction a priori, sauf que nous avons une équipe projet qui étudie les projets avec des indicateurs de performance et qui regarde la pertinence ou non des projets qui nous sont soumis, si elles rentrent dans le cadre des missions qui nous sont données ou pas. Et nous décidons à un moment donné, suivant la pertinence des projets, d'engager un partenariat, une Oui. convention pour apporter notre soutien et notre concours, ou du moins le concours du fonds, à ces structures. Je vous challenge un peu. Imaginons que 1000 acteurs vous sollicitent un même jour, Amadou Manel. Vous faites quoi? Parce qu'évidemment, vous n'allez pas répondre favorable à tous ces 1000 acteurs. Dans ce cas, vous faites quoi? L'élimination va se faire comment? Suivant quels critères précis? Bon, d'abord, tout ceci est encadré. Hein. Oui, Nous avons, au niveau de l'unité de coordination et de gestion, un, un rôle de mise en œuvre opérationnelle, on va dire ça comme ça. Mais oui, au-delà, nous avons un CODIR, un comité de direction dirigé par le ministre Ali Kotondiaï, ainsi que 7 autres membres, ainsi que 6 autres membres, parce qu'ils sont 7, et qui a la capacité, en réalité, de prendre les décisions en ce qui concerne les conventions que nous leur soumettons. Donc, lorsqu'ils émettent un avis favorable, à ce moment-là, effectivement, nous mettons en œuvre les mécanismes de décaissement pour répondre favorablement à ces projets. Dans le cas où, effectivement, les projets qui nous sont soumis pour des raisons ou pour une autre ne rencontrent pas les objectifs qui nous sont assignés, nous répondons en disant que nous ne sommes pas en mesure tout simplement de les accompagner pour les raisons qui ont été énoncées. Bien entendu, la question budgétaire également se pose parce qu'on ne peut pas tout faire. On oui, aimerait bien avoir les ressources pour le faire, mais il faut savoir que nos ressources sont limitées, très limitées. Antérieurement, le fonds était alimenté à hauteur de 3% du chiffre d'affaires des opérateurs hors interconnexion et taxes. oui. Aujourd'hui, on est à 0,75%. Donc, effectivement, on peut constater déjà entre ce qui était possible antérieurement et ce qui est depuis l'adoption du Code des communications électroniques de 2019, il y a effectivement un différentiel assez conséquent. Mais n'empêche, avec les ressources qui nous sont allouées, nous essayons tant bien que mal de venir à bout des projets que nous avons ou pour lesquels nous sommes sollicités. Oui, mais si on comprend bien, je salue d'ailleurs la présence parmi nous de Bachir, de Hayo, mais entendons-nous bien, Hayo ne contribue pas, évidemment, non? Oui, IO ne contribue pas. Oui, IO est un opérateur de services universels. Donc, en quelque sorte, IO vient compléter complété, oui, les missions de services universels. oui, Que IO ne contribue pas au fond, quelque part, je dirais, c'est quelque part un peu logique. Hein. oui, Parce qu'en fait, IO vient en complément de la politique de services universels que l'État met en œuvre. L'État a choisi IO comme opérateur de services universels et dans ce cadre-là, IO est délégataire, donc si vous voulez, d'une concession, d'une licence qui lui permet d'opérer dans le cadre du service universel dans la zone géographique de la région Matam, de Matam. oui. Voilà. Oui, comme région pilote, on le rappelle, pour ce service universel-là. Mais actuellement, on parle de service universel. Quand on en parle, on pense bien sûr à Hayo. Vous, l'expression service universel est au cœur même du FD Sud, le Fonds de développement du service universel des télécoms. Quelle est la relation institutionnelle ou pas entre Hayo et vous, FD Sud?
Ben, la relation, je pense qu'elle est bonne. Alors, si vous parlez de relations En termes institutionnelles, de je suis... dépendance, est-ce qu'il y a une dépendance ou pas? Je Oui, parle de ce non, il point n'y a de vue. pas, il y a pas de, il y a pas de dépendance. Il n'y a IO pas de est un opérateur. collaboration non plus. Collaboration, oui, Oui, forcément. Nous sommes tous les deux dans le même secteur. Nous sommes tous les deux, je pense, dépendants de la même autorité, on va dire, du secteur, de l'autorité ministérielle des télécommunications, bien que IO, je pense, n'est pas sous la tutelle du ministère, mais en tout cas est régi par les décisions prises par cette autorité dans le secteur. Et nous agissons dans le même périmètre, hein. L'un est un fonds, donc un instrument de la politique de l'État. L'autre est un acteur privé. Mais je pense qu'on est appelé à collaborer ensemble. Et il n'y a pas, comment dire, je ne vois pas de relation institutionnelle dans le sens où vous l'entendez. Mais il y a une collaboration qui, à mon sens, est franche entre l'opérateur IO oui. et le Fonds de développement du service universel. Encore une fois, IO est un opérateur privé, le fonds est un instrument de la politique publique. Et donc, voilà ce que je peux en dire. Mais si vous avez des questions plus Oui, précises à ce niveau, quant à la nature de nos relations ou autres, oui. je suis tout à fait disposé à en parler. Merci, merci Amadou Manela. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de l'unité de, en fait, le monsieur, voilà, vous êtes le coordinateur, pardon, du FD Sud, hein, le Fonds de développement du service universel des télécoms. Pour compléter simplement dans le cadre de ces après-midi de la tech, nous avions déjà reçu Fatimata Agba, Madame Ba, la directrice générale de Hayo. Je pense que ça peut compléter un peu la belle session déjà que nous avons cet après-midi. J'ai fait exprès d'en faire un partage d'écran et puis de partager le lien dans le champ de la conversation de ce panel que nos gentils spectateurs et nos discutants aussi peuvent consulter plus tard. Je pense que les deux sessions se complètent évidemment. On évolue un peu. Aujourd'hui, le Sénégal se met à jour hein, quand on parle de télécom, le secteur qu'on ouvre à d'autres acteurs. On parle des opérateurs mobiles virtuels, les MVNO. On parle des FAI, hein, même si on me dira qu'ils ont existé, si je ne me trompe, depuis 2001. Après, on a fait un appel d'offres pour renouveler un peu. Est-ce que ces nouveaux acteurs, façon de parler, est-ce qu'ils devraient contribuer un peu? Autrement dit, le champ de contribution au FD Sud, est-ce qu'on devrait l'élargir un peu à ces nouveaux acteurs, façon de faire un peu moderne? Euh, J'avoue honnêtement, Vous j'ai n'y pas la avez pas réponse. réfléchi. Non, en fait, Oui. j'ai pas la réponse Mais est-ce que vous pensez que c'est pertinent comme idée, comme réflexion? C'est juste un débat, en fait. Euh, bon, j'avoue honnêtement, je sais pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tout Oui, cas, je pense qu'il faut pas avoir de politique antagoniste. oui, Le premier constat que je fais, c'est que l'État a fait des efforts assez conséquents depuis 2017-2018 pour aller vers une réduction de la fiscalité qui pèse sur le secteur oui, et des prélèvements qui pèsent sur le secteur. Aujourd'hui, je pense que on est autour de 5,50 de prélèvements sur les opérateurs du secteur. Et c'est une bonne chose. Je ne pense pas qu'il soit utile, en tout cas pour favoriser le développement des acteurs du secteur, de oui. continuer à mettre une fiscalité lourde sur ces acteurs-là. Donc, voilà, pour ma part, on ne peut pas avoir de politique antagoniste à Oui, ce niveau-là, du point de vue fiscal. Je pense oui, qu'il y a une volonté de l'État d'aller vers une taxation réduite sur les acteurs du secteur. oui, Aujourd'hui, effectivement, une partie de ces prélèvements bénéficie au Fonds du développement du service universel des télécommunications. Si vous me demandez est-ce qu'il est utile d'aller
d'autres assiettes fiscales pour le prélèvement ou la contribution du fonds, je me tire une balle dans le pied, mais j'aurais tendance à répondre que ce n'est pas utile. Ce qui est par contre utile, c'est que le fonds soit à même d'œuvrer de manière à ce que l'ensemble des acteurs du secteur puissent Oui. connaître un développement économique qui impacte d'une manière générale le produit intérieur brut du pays. Et ça a pour moi Oui. du sens parce que je pense que de cette manière-là, l'État aura la possibilité, par exemple, avec d'autres niches fiscales, hein, de générer des recettes plus conséquentes plutôt que pour ces entreprises qui aujourd'hui rentrent dans le secteur en apportant des solutions pour les concitoyens en termes d'usage, en termes d'équité territoriale, en termes d'accès, etc., qui se voient un peu pénalisés au tout début de leur activité. Je pense que, Oui. bon, c'est pas une bonne chose pour le fond, en tout cas ce que je dis là. Certainement, il aurait été plus judicieux Ah, pour ma part de dire oui. il faut que tout le monde contribue. Mais je pense qu'il est préférable de laisser ces acteurs que vous avez cités se Oui. développer, créer de la valeur ajoutée et quelque part pour l'État d'avoir d'autres modes de prélèvement Oui. qui ne doivent pas forcément revenir au fond. Hein. C'est Oui. pas... Oui, oui. En fait, vous parlez d'antagonisme, de contradiction, vous parlez d'équité. J'espère que les nouveaux acteurs ne vont pas se fâcher contre moi. J'y réfléchissais simplement à haute et intelligible voix aujourd'hui, Amadou. Mais pourquoi devrait-on faire contribuer les trois opérateurs et non d'autres acteurs? Je pense au MVNO, je pense au FAI. Sur quelle base devrait-on fonder cet argument consistant à dire on fait contribuer les trois acteurs et non les autres? J'ai pas une religion sur cette question, Oui. sur la question de savoir qui doit contribuer ou pas contribuer. Mhm. Par exemple, je vais tenir un discours différent. Oui, Aujourd'hui, sur le marché, nous avons un Tawarco qui a fait son entrée sur le marché et qui est appelé à déployer des infrastructures. oui, Si vous me posez la question, est-ce qu'il serait pertinent que ce Tawarco contribue au fonds? Je dirais oui, par exemple. Si d'accord. vous me demandez est-ce que c'est pertinent qu'un FAI contribue au fonds, je suis plus circonspect. Si vous me demandez si AYO doit contribuer au fonds, là également, la réponse pour moi est non. Parce Oui, qu'en fait, la ça c'est mission qui est évident. Oui, assignée à AYO, contrairement aux autres opérateurs, c'est d'être un opérateur de service universel. Donc, je fais justement. le distinguo très Oui, clairement entre un opérateur de service universel. À mon sens, on ne peut pas donner une mission de service universel à un opérateur et puis de l'autre côté, lui dire tu vas payer pour alimenter le fonds qui lui-même doit revenir compléter vos investissements dans des zones mhm, non rentables oui, pour que vous oui. puissiez le faire. En fait, c'est le chien qui se mord la queue quelque part. Tout à fait ça. Au moins, on est d'accord là-dessus. Et évidemment, moi, dans ma question, je ne pensais pas à Hayo parce que, évidemment, vous le dites vous-même, hein, Hayo, on sait très bien quelle est la philosophie derrière en mettant en place cet opérateur, disons, sénégalais. Ce n'est pas parce que je l'oppose aux autres, mais c'est parce que c'est évidemment le fruit de la rencontre d'intérêts nationaux pour mettre en place cet opérateur, pas comme les autres. On parle d'ailleurs d'un consortium. On avance un peu, mais en même temps, je précise au public et je rassure en même temps hein, que ce débat, ce n'est pas entre Amadou et Ousmane. Bien sûr, on l'ouvre à l'ensemble du public et principalement aux discutants que j'ai cités un peu en début d'entretien. Et je salue parce qu'il nous a rejoint un peu plus tard Ousseynou Ndiaye, notre compatriote qui travaille à RTL Africa, qui est aussi avec nous et qui fait partie de nos discutants. Et j'invite les discutants à lever la main au fur et à mesure voilà, pour prendre un peu la parole, compléter un peu, mettre aussi en perspective. Amadou, moi, j'ai peut-être une dernière question avant d'ouvrir le débat au public. Hein. Actuellement, on a fait, j'imagine bien, du bench. Et après l'avoir fait, nous, on se classe comment par rapport aux autres? Je vois Séni qui lève la main, on lui donne la parole juste après
la réponse à ma question que voici. Actuellement, après ce bench-là, nous, on est classé comment? Parce qu'on parle beaucoup du Maroc comme étant le meilleur élève africain. Je le rappelle pour vous défier un peu en même temps. Oui, bon, nous avons eu la chance d'être accueillis par le Maroc récemment. En fait, une délégation du FD Sud, l'équipe PMO en particulier, s'était rendue au Maroc dans le cadre d'un bench, il y a de cela environ un mois, je pense. Et ils ont très clairement apprécié la politique du Maroc en ce qui concerne l'accès au service universel. Et nous espérons que cet échange va éclairer davantage les positions que nous aurons ici. Mais d'un autre côté, euh, nous avons fait l'expérience, ou le choix en tout cas en ce qui nous concerne, d'avoir des solutions endogènes à nos problèmes. Ce qui justifie que, par exemple, dans le cadre de la politique d'accès universel que nous mettons en place aujourd'hui, Oui, oui, nous ayons choisi une approche un peu inédite dans le sens de réunir l'ensemble des acteurs et d'avoir un modèle de co-construction avec eux dans le oui. cadre d'un projet pilote qu'on appelle le P2AU. Et donc, dans le seul intérêt de trouver des solutions aux problématiques qui se posent à nous. Évidemment, il ne faut pas réinventer la roue, il faut Oui. toujours bénéficier de l'expérience des autres, mais cette approche également me semble être assez innovante dans la démarche et j'espère qu'elle va porter ses fruits. Pour vous dire aujourd'hui très clairement qu'il y a un nouveau virage qui est opéré par le fonds Oui, à travers la mise en œuvre des actions que l'unité de coordination et de gestion coordonne, si je peux me permettre la la redondance. répétition, oui. Et, et bon, ça me laisse très optimiste par rapport à la position qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, il est trop tôt pour tirer un bilan de satisfaction par rapport aux retombées de l'ensemble de ces actions. Mais Oui. je pense que dans le temps, sans vouloir être en compétition avec qui que ce soit, je pense qu'on aura les réponses adéquates aux problématiques que nous avons ici. Merci. Merci beaucoup, Amadou, hein, coordinateur du Fonds de développement du service universel des télécoms, le FD Sud du Sénégal. Jusque-là, c'est Ousmane, c'est Amadou, c'est des hommes. J'espère que Seini comprendra d'abord qu'on donne la parole à Dubaï, hein. D'abord, une voix féminine, avant qu'on en revienne un peu aux hommes. Dado Baro, vous nous entendez? Bonjour Ousmane, tu Bonjour, m'entends? soyez la bienvenue, je t'entends très bien. On vous souhaite la Merci. bienvenue, Dado. Mais écoute, fallait laisser passer Seini parce que lui, c'est mon seigneur, C'est le hein. grand, Fallait le c'est le laisser grand. passer d'abord. Non, mais Seini comprendra qu'on privilégie les femmes, hein. Seini comprendra. En tout cas, Allez-y, Il n'y a pas de... Dado. Voilà. Seini? euh, Non, non, Seini Non, était non, en non, train non, 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 je d'apprécier. veux dire, oui, oui, je suis galant, il n'y a pas de souci, avec Très bien. plaisir. ok, super. Merci beaucoup Voyez Seini. que je ne suis pas surpris. Allez, Dado, allez. Avec ton autorisation. Ousmane, comme d'habitude, en tout cas, merci pour ce sujet pertinent. Merci. Merci à Amadou Manel pour son expérience, son expertise et la clarté, en tout cas, de son explication. Donc déjà, moi, je dirais bravo au Sénégal. Si aujourd'hui, il a pu prendre ce call sans interférence, sans interruption du Fouta, cela veut dire qu'on a un grand pas, en fait, pour tout ce qui est lié à l'accès universel. Donc moi, j'avais juste deux clarifications ou bien deux points que je voulais mettre en avant. Donc, Oui, concernant l'inefficacité de l'utilisation des fonds qui sont alloués à l'accès universel. Donc, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de polémiques autour de ces fonds qui sont attribués à l'accès universel parce que certainement dans beaucoup de pays en Afrique, il y a des fonds, il y a des surtaxes qui sont, en tout cas, qui sont censés être utilisés pour l'accès universel, mais qui ne sont pas proprement alloués. Parce que si éventuellement les opérateurs qui participent à l'ensemble de ces fonds-là ont une visibilité transparente de tout investissement, de tout redéploiement, je pense qu'il n'y aurait pas de quiproquo par rapport à la pertinence de ces fonds.
Donc, moi, ma question aujourd'hui, est-ce qu'au Sénégal, il y a une parfaite communication entre les gens qui sont responsables de tout ce qui est accès universel et les opérateurs pour leur donner avec transparence comment les fonds ont été réalloués, Oui, avec les détails qui suivent. Le deuxième point, c'est que oui, pour moi, en fait, on parle d'accès universel, on parle d'inclusion numérique. En fait, l'inclusion ne sera jamais atteinte quand on parle encore de problèmes liés à de la pauvreté, de problèmes qui est lié à l'accès aux soins. Pour moi, en fait, c'est deux éléments vitaux oui. qu'on doit, en fait, euh, euh, résoudre en même temps qu'on pense aussi à l'inclusion numérique. Donc, et je pense qu'on aura beaucoup appris, en tout cas, de Covid. Et je voulais savoir, en fait, si, en tout cas, il y a un accompagnement ou bien, même si c'est deux éléments totalement différents, les télécoms voilà, résoudre les problèmes qui sont liés à la pauvreté, est-ce qu'il y a des partenariats ou bien est-ce qu'il y a un accompagnement même pour la résolution de ces problèmes ou bien de ces besoins vitaux? Merci, hein. Merci Dado. Alors, Amadou, pour le second point, ce que Dado veut dire, il pense que ça saute aux yeux. Pour se connecter, faudrait-il avoir bien mangé? Faudrait-il bien dormir? Faudrait-il être de très bonne santé? Mais naturellement, je ne vous oriente pas, je vous laisse répondre largement aux questions de notre ami et sœur Dado Baro en ligne de Dubaï. Oui, merci Ousmane. Bonjour à Dado et merci pour les questions. Je vais essayer rapidement de répondre, hein. D'abord, il faut savoir que parmi les réformes qui ont été instituées, le fonds aujourd'hui a un comité d'orientation et de suivi, un comité d'orientation et de suivi qui se veut être stratégique, dans lequel siègent l'ensemble des opérateurs, dans lequel siège Optique au titre du patronat, dans lequel siègent les consommateurs et dans lequel siègent d'autres démembrements de l'État. Ce comité est présidé par le ministre. Au bout de notre premier exercice, nous avons nos états financiers qui ont été certifiés par le cabinet Deloitte et transparence oblige. L'ensemble de nos états financiers ont été partagés avec l'ensemble des membres du COS, donc forcément des opérateurs, des consommateurs et des autres membres du COS. Pour dire en fait qu'aujourd'hui, nous jouons la carte de la transparence en Oui, ce qui concerne l'utilisation des ressources du fonds. La deuxième chose qui est peut-être un élément de réponse par rapport à Dado, c'est que il faut noter d'abord que dans ce que nous entreprenons comme démarche, nous voulons que l'essentiel de nos ressources profite au secteur. On a établi une règle de manière arbitraire en interne en ce qui concerne l'unité de coordination et de gestion, c'est que 80% des ressources du fonds doivent être investies dans le secteur, doivent retourner au secteur. Et parmi les éléments que je peux vous donner en termes d'approche, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cas du PAU, donc le projet d'accès universel, oui, il est question d'apporter une contribution du fonds, une subvention aux opérateurs qui sont titulaires des dessertes dans les zones où l'activité sera jugée non rentable avec des méthodes de calcul et une approche qui a été définie dans le décret qui nous régit. La seconde chose, c'est que nous estimons que dans le cadre de l'accès déployé des infrastructures, c'est très important. Demander aux opérateurs de le faire, c'est une nécessité, mais qu'au-delà, il faut que l'activité soit rentable. Et donc, pour driver l'usage sur ces infrastructures que nous allons mettre en place, nous avons demandé aux opérateurs de réfléchir avec nous à des propositions qui sont de deux natures. Soit dans la mise en place de bundles offrant des communications data et voire à destination des populations identifiées dans la zone de service universel, donc avec des tarifs appropriés, où il sera apporté une contribution $1 par sub. Il faut savoir qu'un dollar sur l'appui actuel des opérateurs dans ces zones de service universel, ce n'est pas négligeable. Et ils sont tous unanimes à le reconnaître. La seconde chose, c'est qu'à défaut d'avoir cet accompagnement sur l'usage,
qui puissent imaginer des plans d'acquisition de devices qui soient appropriés pour ces usagers. Ceci nous permet en fait de régler une problématique souvent que le fonds est à même d'adresser, c'est la question de l'abordabilité des tarifs. Et, je pense qu'avec ça, effectivement, non seulement nous avons une façon intelligente de retourner une partie des contributions au secteur, mais également de permettre aux populations d'avoir un meilleur usage de ces infrastructures qui auront été déployées. Alors, la question de savoir s'il est plus utile de manger ou d'avoir un device et d'avoir une connexion Internet, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je pense que d'une manière générale, on se réveille tous avec nos téléphones et on se couche tous avec nos téléphones. Le paysan au champ, l'éleveur, les domestiques à la maison, les maîtres à l'école, les enfants qui sont pas dans des salles de classe, enfin, tout le monde, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un retour en arrière qu'on peut pas faire. Il n'est pas question non plus de prioriser l'utilisation des technologies sur les éléments primordiaux de notre vie. Je pense que la question ne se poserait peut-être pas dans ces termes-là, mais il est important de constater que sans cette technologie, ce qui est évident, c'est qu'on aura un retard énorme pour le développement de nos pays et de nos populations. Donc, pour nous, éviter ce gap ou ce retard est plutôt la question essentielle. Et comment y arriver? D'un autre côté, je pense que si nous avons conscience que pour y arriver, nous devons développer des mécanismes où nous ne sommes pas que des simples consommateurs, mais nous prenons une part active dans la création de valeur qui se fait au niveau de ce secteur, ben, tout le bénéfice en sera pour nos États et pour nos populations. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui motive, par exemple, le fait que nous initions des projets de type Living Lab avec des partenaires étrangers, de manière à ce qu'on ait la possibilité d'avoir en recherche et développement, ou en tout cas d'avoir des solutions abouties qui répondent aux usages et aux préoccupations de nos populations, avec un retour, une création de valeur ajoutée qui nous profite essentiellement. Il est vrai que si on reste sur des schémas classiques, où 70% du trafic Internet est constitué de vidéos et que cette vidéo, elle est dans des plateformes étrangères, il y a très peu de valeur ajoutée locale. Mais je pense qu'en abordant la question de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'accès à des nouvelles technologies, en permettant le développement du e-commerce, en permettant le développement de l'e-agriculture, l'e-santé, etc., on aura réglé pas mal de problèmes. Et finalement, je pense que la création de richesses qui va avec nous amènera à nous poser moins de questions qui sont de nature à opposer des choix, mais à comprendre tout simplement que cette création de richesses va nous impacter et que cette richesse créée va nous permettre de mieux vivre et d'améliorer le sort de nos concitoyens de manière notable et durable. Voilà, en tout cas, pour ma part, je ne voudrais pas les opposer. On sait qu'il y a énormément de priorités dans nos États et pour nos populations, mais justement, l'accès à ces nouvelles technologies peuvent nous permettre de réduire considérablement certains écarts et de prendre pied dans cette économie numérique qu'on appelle de tous nos voeux, parce que porteuse de solutions d'avenir pour nous. Merci beaucoup, Amadou Manel Fall. Dado, si vous avez d'autres questions, on vous écoute rapidement avant de passer la parole au grand frère. C'est très clair et merci pour la réponse. Très clair. Merci Dado. Alors, le grand frère Séni? Merci beaucoup. Arrête de me vieillir là. Mon grand frère, c'est Manel. Il est assis en face de toi. D'accord, ça marche. Ça marche, Séni. Bienvenue. Ok, et merci beaucoup, Ousmane. Et vraiment, d'abord, je voudrais te féliciter parce que ce que tu fais, c'est vraiment intéressant. Et merci. Je pense aussi que c'est ta manière à toi de contribuer au développement numérique de notre secteur. Et qu'après mon séjour en Afrique de l'Est, je pense qu'on en a besoin parce que les gens ne savent pas, ne mesurent pas ce que nous faisons ici au Sénégal. Et puis ça, c'est très important.
Tout à fait, merci. Donc, et après maintenant, je vais parler maintenant de mon grand frère. Donc, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, que j'ai appris à connaître et à côtoyer au niveau de l'ARTP. Et que dès qu'on s'est vu, dès qu'on a commencé à discuter, on a accroché et on échange beaucoup. Et donc, j'apprends beaucoup de lui et je suis très fier qu'il soit à la tête de la commission du FDI Sud, là, en tant que coordonnateur. Et vraiment, comme je l'ai dit toujours, en tout cas, je pense que le meilleur est à venir et le meilleur est devant nous. Et donc, moi, en fait, j'avais juste quelques points parce que je vous ai écouté. Donc, maintenant que je suis à la bon, c'est vrai qu'avant, j'ai eu à travailler beaucoup dans le ISU, mais je ne reviendrai pas dessus. Mais par contre, par rapport au Sénégal et par rapport au Fonds du service universel, juste pour rappeler qu'au niveau de la GSMA, on a fait une étude avec ECOWAS qu'on appelle Digital Path to Digital Economy avec ECOWAS. Et dans cette étude, nous avons regardé les fonds de service universel. Et juste pour corriger, hein, donc aujourd'hui, les opérateurs ne demandent pas à ce que les fonds soient supprimés, mais plutôt c'est-à-dire que pour les pays qui a un fonds, en fait, ils recommandent que l'argent soit utilisé à bon escient. En fait, que maintenant qu'on voit il faudrait qu'on voit que l'argent est bien utilisé et que ça fonctionne. Et que par contre, pour les pays qui n'ont pas encore de fonds aujourd'hui, au lieu de créer des fonds et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire avec l'argent, de trouver d'autres mécanismes pour pouvoir arriver à augmenter la couverture et à combler le gap. Donc, c'est-à-dire que faire comme fait le Sénégal, mettre les gens autour de la table et discuter et avoir un plan de travail. Et donc, après aussi, l'autre point aussi que je voulais, en fait, je voulais juste donner mon avis sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la contribution au fonds. Donc, moi, je suis comme Manel, je pense que les MVNO qui, eux, n'ont pas de réseau, en tout cas, les MVNO actuels du Sénégal, MVNO Light, n'ont pas de réseau, donc on ne va pas leur demander de contribuer pour quelque chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, le fonds a été mis en place pour arriver à combler un déficit que les opérateurs n'ont pas pu faire. Donc, les MVNO, aujourd'hui, ils ne mettent pas en place de réseau. Donc, c'est les opérateurs qui mettent en place les réseaux. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille leur demander de contribuer au fonds. Par contre, les FAI, parce que les FAI, ils ont des obligations, ils ont des devoirs. Et pour éviter que les FAI ne viennent que dans les zones rentables, il faudrait aussi qu'ils puissent contribuer au fonds parce que je pense qu'aujourd'hui, que l'Internet est devenu un bien, comment on dit ça encore? Un bien essentiel. C'est-à-dire que on devrait faire en sorte que c'est-à-dire que toute la population au niveau national puisse avoir un accès Internet et avec un débit adéquat. Par contre, moi, j'ai une question à poser à Manel. Donc, j'essaie de parler vite pour ne pas occuper le temps. Moi, en fait, aujourd'hui, j'ai un problème. En fait, c'est la coordination entre ce que réalise l'ADIE et les obligations et les objectifs du FDI Sud. Parce que je ne voudrais pas que les entités se marchent dessus. Et donc, je trouve qu'au Sénégal, il y a un problème de définition des périmètres. Et moi, souvent, je vois des actions de l'ADIE qui, pour moi, sont des actions que doivent réaliser les FDI Sud. Quand on prend les ENO, quand on prend les universités, connexion des universités, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Oui, les salles informatiques. Oui, exactement. Exactement. Et puis aujourd'hui, quand je prends l'ANSUT, donc l'ANSUT c'est la même commission qui existe en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, c'est l'ANSUT qui a signé avec Huawei et pour installer presque 4000 km de fibre optique. Et pour moi, ça, c'est aussi du SU, c'est aussi du service universel. Donc, voilà. Donc, moi, je voudrais avoir l'avis. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être réfléchies, en train d'être faites pour pouvoir délimiter les objectifs des uns et des autres? Parce que c'est un truc qui serait très important. Autre chose aussi, c'est que, juste aussi pour féliciter Manel, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal a un des fonds qui fonctionne comparé à d'autres pays. La plupart des pays, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, au niveau de GSMA, on a vu qu'en Afrique, c'est le Ghana, c'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, et qui ont des fonds qui collectent de l'argent et qui essayent de faire quelque chose. On a même aujourd'hui avec IO, je pense que IO, c'est aujourd'hui, qui est un opérateur régional, c'est aussi un opérateur que nous devons aider parce que quand même, ça fait partie du ici et on devrait voir les mécanismes pour l'aider, pour voir qu'est-ce que IO peut faire. Parce que c'était un projet pilote. Et quand on dit pilote, c'est-à-dire qu'on doit faire une analyse pour voir après
est-ce qu'on continue l'expérience ou est-ce qu'on arrête l'expérience? Et moi, je n'ai pas encore vu cette analyse-là. Donc, moi, c'est ces questions. Bon, j'en ai plein d'autres, mais je préfère arrêter là. Et donc, moi, j'ai deux questions. C'est par rapport à l'analyse de l'opérateur régional de Matam et aussi par rapport à la coordination entre le périmètre de l'ADIE et celui du FDSU. Merci Séni. Amadou? Oui, bon, merci tout d'abord à Séni. Bien que je sois plus blanchi sous le harnais que lui, ça reste aussi voilà, mon frère, quoi. Je veux dire, grand frère, c'est à vérifier de près. L'autre chose que je voulais dire, c'est que très sincèrement, sur les deux questions posées par Séni, ce sont des questions de politique publique. Alors, sur lesquelles je pense que la réponse du FDSUD ne peut pas être la parole officielle. D'accord? Nous sommes un fonds et il existe une autorité en charge de la politique publique sur le secteur, c'est le ministère. Et sur les deux questions posées relativement à l'ADIE et à AYO, je pense que voilà, ce sont des choix de politique publique et c'est au ministère de se prononcer sur ces questions. Pour résumer, le fait qu'il y ait certaines missions exécutées par l'ADIE et qui peut être perçues comme des missions de service universel, oui, parfois on en fait le constat. Mais il faut savoir que la nature aussi a horreur du vide. Hein. Donc, si l'État, à travers un de ses démembrements, qui est l'ADIE, a la possibilité de répondre à des problématiques auxquelles ils sont confrontés, ben, la tendance naturelle pour combler le vide, c'est de mettre à disposition les infrastructures ou les outils dont l'État dispose pour répondre à des problématiques si le fonds ou d'autres instruments n'existent pas. Manel, oui. Manel, excusez-moi, j'interviens un peu, mais est-ce que ça ne fait pas un peu désordre quand, par exemple, des acteurs dont ce n'est pas le cœur de métier font ce genre de travail, mais reconnaissez que ça fait un peu désordre, non? Que l'ARTP s'occupe de choses qui auraient trait un peu au SU, alors qu'on a un fonds dédié. Est-ce que ça ne fait pas désordre un peu pour des institutions qui relèvent toutes de l'État? Non? Okay. Je fais pas dans la langue de bois, hein, très honnêtement. Oui. Non, je fais pas dans la langue de bois. Je dis effectivement que des fois, on fait ce constat-là, qu'il y a des actes posés par l'ADIE qu'on peut assimiler à des missions de service public. Oui. Mais si l'État souverain estime qu'à un moment donné, pour répondre à certaines problématiques, l'ADIE est plus comment dire, plus placé, mieux placé. Voilà, c'est des choix de politique publique. Il est difficile pour nous d'apporter une réponse officielle ou circonstanciée. D'accord. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Agence de l'informatique de l'État a bénéficié à un moment donné de la gestion du backbone national. Donc, ils ont en charge la gestion de cette infrastructure de fibre optique pour le compte de l'État. Et dans leur mission, ils ont effectivement la possibilité de connecter certains établissements publics. Ce sont des choses qui sont actées, qui sont connues. D'accord? Si l'État estime à un moment donné que l'ADIE est plus indiqué pour le faire que le FDSUD, en utilisant les ressources dont la gestion lui est confiée pour le faire, nous ne pouvons qu'acquiescer. Ceci, par contre, nous donne peut-être plus de marge de manœuvre, plus de ressources pour aller faire autre chose. Pour moi, c'est pas un problème. Mais on le constate. Effectivement, ça peut être perçu comme étant désordonné ou comme faisant désordre. Bon, chacun peut avoir sa lecture. Mais ce qui importe finalement, c'est le constat que je veux en faire, c'est qu'à un moment donné, des ressources sont utilisées sur la fibre optique pour connecter des établissements publics qui en ont besoin. Voilà. J'aurais préféré, évidemment, que ces ressources soient mises à la disposition du FDSUD pour le faire, de manière à ce qu'il y ait une action plus cohérente. Mais
bon, on fait le constat que c'est comme ça et on fait avec. Et on avance. Parfois, on essaie, par contre, d'initier des actions communes Oui, qui, jusqu'à présent, je dois l'avouer, n'ont pas porté leurs fruits oui, avec l'ADE, justement dans le sens d'avoir une meilleure concertation et une meilleure coordination de nos actions. Je dois dire que le ministère a demandé que des actions de coordination soient tenues entre le FDSUD et l'ADE pour une meilleure coordination de la politique publique de l'État. J'avoue que jusqu'à présent, ça n'a pas connu de suite. Et effectivement, ce qui peut nous amener à faire ce constat. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième question qui concerne AYO, je l'ai abordé tantôt, hein, euh, euh, expérience pilote, je pense que on a dépassé le cadre de l'expérience pilote. oui. Aujourd'hui, AYO est titulaire d'une licence qui lui a été assignée par l'autorité gouvernementale. Et donc, AYO est un opérateur qui dispose d'une concession, si je ne m'abuse, de 10 ans en tant qu'opérateur. On a Oui. fait l'expérience de la phase pilote. AYO n'est plus un opérateur dans le cadre d'une expérience. AYO est un opérateur. Je pense que l'autorité gouvernementale a dû faire les due diligence nécessaires pour lui accorder sa confiance en lui accordant une licence. Et qu'aujourd'hui, en tout cas, pour ma part, la question de savoir s'il y a un bilan qui a été fait, de savoir si l'opération est porteuse ou pas, ben, là également, je n'ai pas à me prononcer. Je fais simplement le constat que AYO Oui. est titulaire d'une licence au bout de la période expérimentale qui lui a été accordée et qu'aujourd'hui, elle opère au même titre que les autres opérateurs sur la région de Matam. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Séni Fati, c'est qu'il faut accompagner l'opérateur de service universel. Il a raison de le souligner. Il faut accompagner AYO au niveau de la région nord. Dans les modalités, il est important de dire qu'il y a un changement dans les textes du FD Sud. C'est un décret qui spécifie les mécanismes d'intervention du fonds dans le cadre de la mise en place de nouvelles dessertes. Et c'est des choses qui sont connues de AYO et du FD Sud. On a longtemps échangé sur ces questions-là. Bon, je pense que l'autorité gouvernementale, les acteurs du secteur et le fonds, Oui. comme nous sommes alignés sur le fait qu'il faut aider AYO. On ne peut pas le faire n'importe comment. Donc, il y a des voies et moyens à trouver sur certaines problématiques qui sont propres à AYO et sur lesquelles nous discutons. Voilà. Merci beaucoup à Amadou Manel Fall. Hein. Merci à Séni Fati pour ces questions. Ousseynou Ndiaye. Oui, merci Ousmane. Hein. Bienvenue Ousseynou. Merci Ousmane. Merci à Amadou Manel Fall. Bonjour Ousmane. Oui. Moi, je voudrais, Ousmane, si tu permets, hein, compléter un peu les propos de Séni. Essayer d'apporter en tout cas ma réponse par rapport à une question que Dado a posée et interpeller M. Amadou Manelli sur certaines choses parce que j'avoue que je suis dans un certain flou par rapport au Fonds de service universel au Sénégal. Oui. Sur la partie en fait, complémentaire, hein, je voudrais juste ajouter, peut-être que Séni a oublié de le mentionner, que il y a des pays, il y a d'autres pays où le fonds marche est effectif, hein, comme le Nigeria, le Rwanda, le Kenya et la Tanzanie, où chaque année, l'État identifie un périmètre à couvrir, le divise en compartiments et demande aux opérateurs qui sont intéressés de répondre à un appel d'offres. Donc, chaque opérateur qui est intéressé, on lui donne un lot avec un budget maximum de subvention qui sera défini. Et puis, l'opérateur, s'il est intéressé, il le prend et puis il déroule. Donc, c'est juste pour ajouter que ces 4 pays-là aussi, le fonds fonctionne vraiment. Et puis, à la satisfaction des opérateurs qui sont présents là-bas. À la question d'Ado, à savoir qu'est-ce qu'il faut prioriser, est-ce que les gens qui ont faim s'intéresseraient à utiliser les télécoms?
moi, j'aimerais peut-être dire que je voudrais peut-être inverser sa question en disant ceci. Euh, Quand les gens ont faim, de quoi ils ont besoin pour manger? De l'argent. Est-ce que l'accès au télécom leur permet d'avoir cet argent-là? Oui. Des études ont montré que, je donne juste un exemple, que si tu augmentes le taux de pénétration dans un pays de 10%, il y a un impact direct sur la croissance du PIB qui va de 1,3 à 1,6% pour les pays sous-développés et en voie de développement. Donc aussi, ça veut tout simplement dire, à mon avis, que l'accès aux télécommunications, si je puis m'exprimer ainsi, permettrait de créer de la valeur et permettre à ces gens de manger. Donc, l'interpellation que j'aimerais faire à M. Amadou Manel, c'est que j'avoue que je suis dans un flou total par rapport à la gestion du fonds au Sénégal ici. Je ne sais pas si on peut se permettre de penser que le Sénégal est un bon élève, parce que vous me corrigerez si j'ai tort, mais c'est un flou total. Je me rappelle du panel qu'on avait eu avec la directrice générale de AYO, et je l'avais interpellé sur des questions, à savoir la motivation de la création de AYO. C'était le but principal, c'était de disposer d'un opérateur de service universel qui va faire un pilote dans la zone de Matam. Et ce qu'on avait compris, à moins que j'ai tort, c'est que le fonds de service universel aiderait cet opérateur-là à se déployer et puis il va opérer pour une certaine période pilote avant qu'il ne tente ça à d'autres zones. Apparemment, les 10 ans qui ont été donnés à AYO ont expiré et que AYO dispose maintenant d'une licence pour opérer comme un opérateur, comme tous les autres opérateurs qui existent. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'en matière de transparence, moi je ne sais pas, est-ce que parce que les opérateurs au Sénégal cotisent depuis à peu près 20 ans sur le fonds de service universel. Est-ce que quand AYO a été sélectionné, quel est le montant qui leur a été donné? Est-ce que ça a été donné? Parce que si je me rappelle bien de la réponse de Madame la directrice générale de AYO, ben jusque-là, en tout cas, elles n'avaient reçu aucune subvention venant du fonds de service universel. Donc les cotisations qui sont faites depuis 20 ans, il n'y a aucune visibilité, je ne sais pas, à moins que je n'ai pas l'information, sur ce qui a été fait. C'est-à-dire quel est le montant qui a été, c'est des milliards qui ont été cotisés, qu'est-ce qui a été investi et sur quoi. L'autre question, c'est que, à mon avis, le problème de service universel, ce n'est pas seulement d'assurer la couverture. Juste pour vous donner un exemple, la plus grande problématique qu'on est confronté en Afrique, c'est, en Afrique subsaharienne, ce n'est pas lié à la couverture, mais c'est sur l'adoption. On a un gap en termes d'adoption qui est à peu près de 75%, alors que le gap en termes de couverture n'atteint pas 30%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a même des zones qui sont couvertes et que les gens n'utilisent même pas les services télécoms, principalement l'Internet. Est-ce que, ça c'est une question, hein, est-ce que le fonds de service universel pense à régler ce gap en investissant sur l'éducation de ces jeunes, dans ces zones-là? Parce que la réalité, c'est que quand on regarde les principaux éléments qui font que les gens n'utilisent pas les télécoms, au-delà de l'abordabilité, des prix qui sont relativement chers, je mets entre guillemets, c'est la capacité que ces habitants de ces zones-là ont à utiliser les télécoms. D'autres parce qu'ils n'ont pas un niveau, peut-être ils sont analphabètes et tout, mais est-ce que ce fonds-là a des ambitions pour résorber ce gap d'éducation par le biais d'éducation, par le biais de formation et tout? Parce que ça, pour moi, avoir un réseau là-bas alors que les gens ne sont pas capables de les utiliser, ce serait vraiment, en fait, dommage, quoi. Juste la dernière question à M. Lee, c'est par rapport Monsieur Fall, Amadou Manel Fall. Sorry, excuse-moi, M. Fall. C'est par rapport aux acteurs qui doivent contribuer. J'avoue qu'il a sa position que je respecte beaucoup. Hein. Notamment, je partage la même position qu'il a par rapport à MVNO, parce que les MVNO, de toutes les façons, ils ne peuvent couvrir que là où les opérateurs d'infrastructures, qui ont des infrastructures sont, hein, parce que de toutes les façons, ils n'ont pas de réseau. Maintenant, les autres acteurs, à mon avis, pour qu'il y ait une équité, il ne faut pas seulement que les opérateurs de réseau mobile soient les seuls à contribuer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la présence de ces réseaux apporte beaucoup de dérivés en termes économiques, surtout pour les FAI et tout. Il n'y a pas que tous les FAI ne vont pas investir. Hein. Il y a des FAI qui vont peut-être se procurer
des produits Internet auprès d'opérateurs par le biais d'offres wholesale et puis les revendre et tout. Donc, je pense que, à mon avis, il ne faut pas qu'on ait une position tranchée en excluant a priori certains acteurs et puis qu'on essaie de voir de façon générale qui sont les acteurs qui doivent contribuer. Moi, mon avis, qui est un blanc, qui n'est pas un avis définitif, Oui. c'est que c'est une réflexion qui doit être menée. La dernière question, je suis désolé, je suis un peu long, c'est que Allez-y. je n'ai pas entendu de détails par rapport au périmètre du service universel. Parce que dans ces pays que je viens de citer, il y a une telle transparence que dès le début de l'année, tu sais qu'il y a tant de départements que le fonds a décidé de couvrir avec telle et telle technologie, avec des obligations de couverture en termes de puissance du signal, en termes de technologie, est-ce que c'est 3G, est-ce que c'est 4G et tout. Donc, on le sait déjà et on sait que voici la cagnotte qui est mise et que c'est la zone qui a été identifiée et divisée en telle partie et on voudrait savoir les opérateurs qui sont intéressés. Mais est-ce que ici, la définition de ce périmètre en termes de couverture, est-ce qu'elle est communiquée? Parce que moi, je ne le vois pas. J'ai essayé, parce que je n'ai pas l'information, je ne vois pas du tout d'information par rapport à un périmètre qui est défini pour permettre aux gens de savoir excuse-moi, là où le fond, fond va, quoi. Donc, moi, il y a tout ce flou-là qui est à mon niveau et que j'aimerais peut-être que Amadou monsieur Manel, Amadou éclair. Manel Fall m'aide à comprendre, quoi. Donc, je suis Merci. désolé de dire, hein, ce Oui, manque allez-y. d'information, peut-être, moi, m'amène à dire que le Sénégal, à mon avis, en tout cas, dans la gestion du fonds universel, en tout cas, n'est pas un des meilleurs élèves, quoi. Merci. Merci beaucoup, Ousseynou. Ousseynou, chef de la régulation technique à RTL Africa. J'ai vu les mains levées de Seyni Fatih et de Dado qui pourront réagir après Manel, juste en une minute, hein, parce qu'il va falloir également qu'on donne la parole à Mohamed Bar de RTL Niger, parce que c'est important, justement, pendant qu'on parle de l'extérieur, de voir un peu comment ça se passe ailleurs à travers des opérateurs. On vient d'entendre Ousseynou Ndiaye, on aura Mohamed Bar un peu plus tard. Amadou Manel, sur un peu ces différentes préoccupations d'Ousseynou. Oui, merci. Bonjour à Ousseynou Ndiaye. Je vais essayer, hein. Il y a eu beaucoup de questions. Il m'excusera si j'en ai certaines, mais je suis prêt à revenir là-dessus si vous lui en donnez l'opportunité pour Oui, peut-être rafraîchir la mémoire sur certaines questions qui auraient oui. été posées et que j'aurais pu omettre ou en tout cas j'aurais pu omettre de donner une réponse. En ce qui concerne l'expérience IO, effectivement, à ma connaissance, IO n'a pas bénéficié de subventions du fonds au démarrage du projet pilote. Parce que dans les mécanismes de sélection, je pense que IO avait indiqué ne pas avoir besoin de subventions donc, dans le cadre de ce projet pilote. C'est l'information en tout cas que j'ai eue. N'empêche qu'aujourd'hui, IO est associé au projet P2AU, et qui est la phase pilote d'expérimentation pour aller vers le projet d'accès universel que nous voulons étendre à différentes localités. Et dans le cadre de ce projet, effectivement, IO a la possibilité, dans la mise en œuvre de nouvelles dessertes, si l'opérateur IO est retenu pour certaines dessertes, de bénéficier des concours financiers du fonds. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à préciser. D'un autre côté, nous avons déjà été sollicités plusieurs fois par IO pour un accompagnement du fonds et donc pour bénéficier de subventions du fonds. Par rapport à certaines requêtes, nous n'avons pas su répondre favorablement. Oui. Je pense qu'il n'est pas utile de m'étendre sur cette question, mais les raisons et les arguments ont été indiqués aux requérants, donc à IO. Pour d'autres, les dossiers sont toujours en instruction. Et donc, vous m'entendez?
Oui, on vous entend, on vous entend. Poursuivez. Il y avait Donc, quelques je soucis, mais disais c'est que, bon. voilà, pour certaines décisions qui font encore l'objet d'instruction, les dossiers n'ayant pas été encore bouclés, parce qu'on est en attente de décision de notre comité de direction, je ne puisse pas m'étaler sur ces dossiers qui sont toujours à l'instruction. Mais d'une manière générale, je le dis et je le répète, il y a une volonté aussi bien de l'autorité gouvernementale que des instances gouvernantes du Front pour apporter un concours à l'opérateur de service universel. Merci, hein. Amadou qui peut-être reçoit des appels, hein, ce qui perturbe un peu la qualité de la liaison avec lui en ligne de Matam. Amadou, vous nous entendez toujours? Amadou? Oui, vous m'entendez? Désolé. Je suis vraiment navré. Je fais cette communication sur mon téléphone et j'ai eu un appel. Il n'y a pas de souci, hein. Il y a pas de souci, on comprend très bien. Et par rapport à nos craintes initiales, j'avoue que nous sommes agréablement surpris de voir que jusque-là, ça se passe très bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Poursuivez, on Alors, vous je vais entend très essayer bien. d'aller vite. Ouais, Oui. je vais essayer d'aller vite. Non, ce qu'il faut noter, c'est que l'opérateur de service universel n'a pas bénéficié de subventions du fonds jusqu'à ce jour. Donc, très clairement, il faut le dire. La deuxième chose, c'est que la dynamique aujourd'hui qui est en place a quand même la volonté d'accompagner AYO dans les subventions nécessaires pour la mise en place de nouvelles dessertes. Ça, c'est dit, c'est très clair. Sur d'autres questions qui ont été abordées soulevées par monsieur Ndiaye, hein, concernant l'utilisation des fonds dans le passé, etc. Il faut également reconnaître qu'une bonne partie des ressources du fonds antérieurement étaient utilisées pour financer le plan TACAL au Sénégal lorsqu'il y a eu la crise de l'énergie dans les années précédentes. Des réajustements ont été faits. Je pense qu'il y avait une demande de l'ensemble des acteurs du secteur pour que les contributions du fonds n'aillent pas vers le financement du secteur de l'énergie, mais qu'ils soient plutôt orientés au financement du secteur des télécommunications en priorité. Et je pense que cet appel a été entendu et aujourd'hui, en tout cas, on peut noter qu'une bonne partie de nos ressources ne contribue plus. Enfin, ce n'est pas une bonne partie, c'est qu'on n'a plus de ressources qui contribuent au financement du plan TACAL. Et que donc aujourd'hui, ces ressources sont dédiées en exclusivité pour les missions du Fonds de service universel. Donc ça, il faut faire le constat que dans le passé, effectivement, on pouvait se poser des questions sur le bien fondé de l'utilisation de ces fonds pour alimenter le plan TACAL, quoique l'État avait ses raisons. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans la mise en place de nouvelles dessertes, on se rend compte qu'indubitalement, la question énergétique revient pour les opérateurs, pour les usagers, parce que là où il n'y a pas d'énergie, il est difficile d'avoir des infrastructures et il est difficile d'avoir des usagers qui ont de quoi recharger leur device pour pouvoir bénéficier des services qui leur sont offerts. Donc, c'est une problématique entière, mais effectivement, on peut se poser la question de savoir si c'était approprié. Toujours est-il qu'il faut noter qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu une rupture nette sur l'utilisation qui était faite par rapport à l'alimentation du plan TACAL. Sur le fait qu'il manque d'informations sur les données ou l'utilisation faite des ressources du fonds. Encore une fois, hein, je pense que l'unité de coordination et de gestion qui a été mise en place à peine un an et demi. En tout cas, pour notre premier exercice, nous avons fait preuve de transparence. Les états financiers, comme je le disais tout à l'heure, certifiés ont été communiqués à l'ensemble des parties prenantes du comité d'orientation et de suivi du fonds, le COS, dans lequel siègent des opérateurs, des consommateurs et le patronat, le secteur privé, enfin. Donc, je pense que, en tout cas, pour ce premier exercice, on peut dire que si dans le passé, ce n'était pas le cas, aujourd'hui, en tout cas, il y a un effort
qui est fait dans ce sens. La dernière chose, c'est que pour le plan stratégique du fonds qui a été mis en place, l'ensemble des parties prenantes ou l'ensemble des acteurs du fonds ont été interviewés. Nous avons pris le pli de discuter des orientations et de la stratégie du fonds avec l'ensemble des acteurs, y compris les contributeurs et les usagers, pour définir ce qui devait être notre plan stratégique pour les 5 années à venir. Je terminerai juste pour dire que réellement, aujourd'hui, dans l'exemple que M. Ousseynou Ndiaye a donné sur un pays où effectivement il y a des opérateurs qui sont choisis, ils savent combien ils vont recevoir comme enveloppe globale pour les besoins de financement du fonds, et ensuite ils vont vers le déploiement. C'est les mêmes mécanismes qui sont retenus au Sénégal. On va encore beaucoup plus loin que ceci, parce que dans la mise en place de certaines dessertes, les opérateurs pourront déduire de leur contribution les investissements qu'ils ont faits dans le cadre du service universel. En gros, le fonds n'aura même plus à toucher ces ressources-là, puisqu'elles peuvent être directement utilisées ou employées par les opérateurs et faire objet de déduction dans les contributions qu'ils auront à verser au fonds. Donc, nous comprenons effectivement que dans les bonnes pratiques, il y a des méthodes à adopter. Nous sommes relativement engagés à mettre en œuvre toutes ces approches qui peuvent être bénéfiques. Et nous sommes convaincus effectivement que l'apport du secteur des télécommunications, de l'économie numérique d'une manière générale, quant au produit intérieur brut, sont de nature à améliorer durablement la croissance et le bien-être de nos populations. Merci. Merci Amadou Manel. Alors, avant de passer la parole à Mohamed Bar du côté de Niamey, un mot, 1 minute pour Seyni, 1 minute pour Dado, parce qu'apparemment j'ai compris qu'il voulait un peu rebondir. Seyni, d'abord vous, mais allez-y très vite s'il vous plaît. Seyni Fati. Seyni qui n'a pas rouvert son micro. Dado? En fait, moi, je voulais juste revenir sur ma deuxième question. Alors, Oui. quand je disais que c'est vrai, il était important d'assurer les services universels, mais qu'à côté aussi, il fallait tenir en compte de la situation économique. Alors, Oui. aujourd'hui, en fait, juste pour recadrer ma question, c'était juste aujourd'hui, les télécoms, sans doute, en fait, c'est un outil incontournable. Donc, toujours, on dit que c'est un support qui ouvre d'énormes opportunités. Donc, le sens de ma question n'était pas de dire qu'il n'était pas important d'avoir accès aux services universels, mais aujourd'hui de l'utiliser comme levier et de supporter les autres secteurs qui pourraient en fait ouvrir davantage l'économie de ces secteurs-là, qui pourraient par ricochet assurer en fait un minimum par rapport aux besoins vitaux. Voilà, juste pour clarifier. Merci. Amadou, si ça demande une réponse, une précision. Oui, non, mais je suis d'accord avec Dabo. Nous avons conscience du rôle transversal que peut jouer le fonds comme catalyseur par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et aujourd'hui, je pense que, à titre d'exemple, on a investi plus de 8 milliards dans le domaine de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ceci à travers les ENO, à travers des salles multimédia, jusqu'à la petite enfance avec les cases des petits, etc. Donc, effectivement, nous avons estimé que dans le domaine de la formation, pour rejoindre un peu le propos de M. Ousseynou Ndiaye tantôt ou d'Abdo maintenant, l'ouverture vers le secteur de l'éducation et de l'enseignement, c'est une chose qui peut être un catalyseur de développement pour notre pays. Nous en sommes conscients. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, aujourd'hui, des initiatives sont en train d'être prises également dans ce sens-là par l'équipe de projet que dirige Raphaël Ndoye chez nous. Et nous sommes en train de sillonner le pays, effectivement, pour mettre en œuvre des solutions pratiques et durables pour nos populations, dans lesquelles ils sont partie prenante, je dois le dire encore une fois. Le fonds n'intervient que comme déclencheur ou comme fédérateur d'initiatives pour mettre en place ces nouvelles approches-là. Je n'ai pas la prétention de dire qu'aujourd'hui, nous
nous sommes un bon élève. Je laisse à Séni la responsabilité de ses propos. Je dis simplement qu'avec le temps, nous espérons que l'ensemble des initiatives qui ont été amorcées porteront leurs fruits et qu'effectivement, nous pourrions faire figure de bon élève. Je ne sous-estime pas les tares que nous avons ou les difficultés que nous avons, mais nous en sommes parfaitement conscients et c'est la raison sans doute pour laquelle nous essayons de réfléchir énormément avec l'ensemble des parties prenantes, les opérateurs en premier, pour trouver des solutions qui soient durables et structurelles pour notre économie et notre pays. Merci beaucoup Amadou. Alors, 1 minute avant d'en venir à Mohamed Bar du côté du Niger, Séni. Merci beaucoup Ousmane. Donc, je vais aller très vite. Oui. Donc, juste pour dire que je vais commencer par la fin, ce qu'a dit Manel. Donc, et puis aussi Ousmane. En fait, je n'ai pas dit que le Sénégal était le meilleur élève, mais par contre, le Sénégal est bien parmi les bons élèves. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites et qui sont faites. Par contre, il y a encore des choses à améliorer, bien sûr. Il y a d'autres élèves qui font mieux que nous et tout ça. Mais par contre, aujourd'hui, le Sénégal a une stratégie et j'inviterai Ousmane peut-être à se rapprocher de Manel. Aujourd'hui, le FDI Sud a revu sa stratégie qu'elle a présentée à tous les acteurs locaux nationaux qui l'ont adoptée. Et aujourd'hui, il y a des comités qui sont mis en place, comme l'a dit Manel. Et dans ces comités-là, il y a des comités techniques, économiques et juridiques et dans lesquels se trouvent tous les acteurs du secteur au niveau national. Donc, en Afrique, là où ça pêche toujours, c'est au niveau de la communication. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, juste pour revenir sur Ayo, en fait, donc, et je pense que Manel en a hérité, mais Ayo, ça a été fait après une étude qu'avait faite la RTP avec le cabinet McKinsey. Et donc, dans cette étude-là, il y avait 3 options. Il y avait une option où on devait suivre l'avancée de l'électricité, parce qu'on avait dit qu'on allait couvrir en suivant la carte de couverture de la Sénélec et de l'ASER. Et après, il y avait une option où on allait faire un appel à candidature pour trouver un opérateur régional. Et Matam avait été choisi parce que Matam est une zone à forte immigration. Oui. Et donc, on voulait que l'opérateur en profite pour installer ses services. Et en fait, en faisant cet appel à candidature-là, il y a eu donc l'opérateur historique a postulé, Ayo a postulé, et les 2 qui sont arrivés premiers, les 2 ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de subvention pour installer leur service là-bas. Donc c'est pour ça que Ayo n'avait pas reçu de subvention. Cependant, après, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, lorsqu'on a évolué, et pour permettre à Ayo a évalué et a dit que pour lui permettre de continuer et aussi pour bien faire la concurrence, il lui fallait une subvention. Donc, et je pense que c'est ça qui est sur la table du FDI Sud et du ministère qui sont en train de l'étudier. Oui. Merci infiniment, Séni. Alors, pour ne pas m'éloigner un peu de la question en attendant de donner la parole à Mohamed Bar, Ousseynou Ndiaye. Ousseynou? Oui, Ousmane. Oui, vous souhaiteriez dire un peu? Non, je ne suis pas en train de tirer sur la politique de service universel du Sénégal. Hein. Je serais fier même que le Sénégal soit le premier. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que jusque-là, il n'y a que des vœux pieux. Donc, des textes, des discussions et tout, mais en termes de matérialisation, il n'y a rien qui est fait, quoi. D'accord, merci. Merci Ousseynou. Amadou, c'est bon? Non, pas de commentaire. D'accord, merci. Alors, Mohamed Bar maintenant, notre grand hôte et notre grand frère du côté du Niger. Mohamed, vous nous entendez? Oui, je reçois très bien. Ousmane, bonsoir. Bonsoir, soyez le bienvenu. Nous sommes d'autant plus ravis de vous avoir sur ce panel que vous êtes vous-même un fidèle de ces après-midi de la tech. Nous vous avons souvent reçu, ou en tous les cas reçu vos contributions lorsqu'il était question de télécom. Et vous, gens de télécom, merci, hein, parce que j'adore les télécoms et chaque fois, c'est vraiment un gros engouement quand il est question de télécom, mais on comprend très bien parce qu'il n'y a pas de vice, il n'y a pas de com et de télécom. Donc forcément, ça se comprend. Alors, bienvenue encore une fois, Mohamed. Je vous laisse vous adresser à Amadou, Manel et au public. Très bien. Alors, merci beaucoup à Ousmane Gueye. C'est une très belle initiative qui nous permet non seulement d'échanger, mais aussi d'apprendre des uns et des autres. Hein. Alors, c'est très simple. Hein. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de M. Manel, d'accord. Honnêtement, il y a une grande différence
entre le Sénégal et le Niger en termes de régulation. Je dis bien régulation. Parce que je reste sur le sujet qui est fonds d'accès universel. Chez nous ici, juste pour brosser un peu l'histoire, je fais très rapidement. De 99 à 1999, il y avait une ordonnance qui fixait à 4% le chiffre d'affaires brut. Je dis bien chiffre d'affaires brut, interco compris, les frais d'accès universel. Donc, il y a eu des longues batailles où on a pu finalement démontrer avec les différentes régions, la sous-région, le benchmark, comment ça se passait. L'État a accepté en 2017 de revoir à travers un nouveau cahier de charges en supprimant dans un premier temps la TATI. Ensuite, ils ont ramené à 2% le chiffre d'affaires hors taxes, hors charges d'interco. D'accord? Alors, aujourd'hui, je dis bien, j'aime bien comment ça se passe au Sénégal parce que j'ai compris qu'il y avait un comité qui était en charge de ce fonds-là. D'accord? Et c'est vraiment un comité où M. Manel avait expliqué tout à l'heure là, qu'il y avait une transparence dans le fonds, comment ça se passait de bout en bout. C'est très bien. Maintenant, le déroulement de la chose, c'est vrai que j'ai écouté qu'il y avait beaucoup d'axes stratégiques. En tout cas, je souhaite de tout cœur qu'ils arrivent à bien mener tout ce projet-là parce qu'il a vraiment cité beaucoup et en avait beaucoup. Ici au Niger, ce fonds d'accès est géré par une agence qui s'appelle l'ANSDI. Donc, c'est cette agence qui est chargée de gérer ce fonds-là. Mais la problématique, c'est qu'il n'y a aucune transparence. Ça fait aujourd'hui plus de 21 ans que nous finançons et que nous n'avons aucune transparence. Donc, normalement, la logique aurait voulu que, bon, on s'inspire un peu des pays de la sous-région. Et on est en train d'arriver à ce stade-là. Parce que pour la petite histoire, moi, je fais partie d'un comité en charge de revoir les textes sectoriels. Et parmi ces textes sectoriels-là, la gestion du fonds d'accès universel en fait partie. Parce que dans la nouvelle politique gouvernementale du président, donc c'est vraiment un de ces actes stratégiques sur lesquels on peut s'appuyer. Oui. Quand je vois un peu le modèle du Sénégal, honnêtement, ça me donne un peu d'idée. J'avais des questions avant même qu'on ne commence, mais à travers les différentes interventions de M. Manel, j'ai pu voir un peu le fonctionnement, comment ça se passe, comment ça se déroule. Mais j'aimerais un peu avoir l'avis de M. Manel et surtout ce qu'il peut me dire, ce qu'il peut nous proposer, les petits conseils en tant qu'expert, l'expérience qu'il a dans le domaine, quoi. De comment est-ce qu'il pense qu'aujourd'hui on peut essayer de schématiser notre stratégie pour essayer de faire une proposition en ce qui concerne la gestion de ces fonds-là qui se trouvent chez nous. Merci Mohamed. Amadou Manel. Beaucoup de choses pourraient être dites. Je dois avoir la modestie de dire qu'en interne, le comité de rédaction du code qui était placé sous la tutelle du directeur des télécommunications, M. Mahmoud Ngom, a parfois dû batailler ferme sur ces questions relatives au fonds de service universel. Dans le comité de rédaction, il faut savoir qu'il y avait les opérateurs, il y avait le régulateur qui d'ailleurs, je dois signaler pour la petite anecdote, s'est retiré à un moment donné du comité de rédaction. Et évidemment, d'autres parties prenantes. Et j'ai eu la chance, effectivement, d'être dans ce comité avec d'autres amis, d'autres collègues. C'est jamais facile parce que, vous savez, dans le comité, et d'ailleurs, Ayo aussi était représenté avec un expert juridique qui nous a été d'un grand concours sur ces questions-là. Je dois avouer que sur certaines questions, trouver le juste équilibre entre les positions des opérateurs, du régulateur, des différents acteurs du secteur, c'est pas facile. Mais le seul conseil que j'aimerais peut-être partager avec mes frères du Niger, à qui je dis au passage, qu'il faut privilégier le dialogue et la concertation. Franchement, je ne peux rien dire d'autre. Il faut vraiment, vraiment sur chaque sujet, sur chaque question, ne pas aller dans une direction unilatérale de l'autorité gouvernementale sur ces questions, mais privilégier le dialogue et la concertation avec l'ensemble des parties prenantes, les opérateurs et tout le monde. Ce que je peux faire par contre pour l'aider peut-être dans sa réflexion, c'est qu'on serait disposé à mettre en partage les textes que nous avons ici au Sénégal, que ce soit la loi, que ce soit les décrets, que ce soit les arrêtés,
effectivement l'ensemble des textes juridiques et réglementaires que nous avons. Et si ça peut l'aider dans la recherche de modèles ou de solutions, je pense que le Sénégal pourrait en partage mettre ces éléments à sa disposition. Le seul conseil, c'est celui-là. C'est vraiment de privilégier la concertation sur ces sujets-là qui sont très complexes, en fait. Et je ne pense même pas qu'il y ait une panacée, une réponse unique à toutes ces questions, mais on essaie tous de trouver des réponses qui sont appropriées par rapport à notre environnement et par rapport aux différents acteurs. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Amadou Manel. Mohamed, allez-y. Ne pas oublier que les textes, ils évoluent également. Oui, non, juste pour rappeler que les textes, ils évoluent. On peut trouver des situations de compromis aujourd'hui et dans le futur, améliorer substantiellement les positions qui avaient été adoptées parce que il y a une maturité d'ensemble sur le marché, sur l'écosystème qui fait qu'on évolue plus facilement vers des mesures un peu plus osées, on va dire. Merci beaucoup, Mohamed, du côté de RTL Niger. Merci à Amadou Manel Fall. Avant d'en venir pour vous, à vous, Amadou, pour un mot de conclusion, sachant qu'il n'y a jamais de conclusion, évidemment, on reste avec les FD Sud tout au long de l'année ou des prochaines années sur plusieurs thématiques. Aujourd'hui, nous vous recevons individuellement avec les acteurs à côté parce que, bien sûr, il fallait avoir une sorte d'introduction un peu générale à tout ce que vous faites, mais de fur et à mesure, on va approfondir avec des thématiques un peu plus spécifiques parce qu'il nous semble que c'est important d'aller plus en profondeur avec d'autres acteurs, évidemment. Je rappelle d'ailleurs que nous allons reparler un peu des opérateurs télécoms prochainement, le 30 juin 2021, parce que nous allons recevoir un invité spécial, Monsieur Optique du Sénégal, le président de l'Organisation des professionnels des TIC du Sénégal, Antoine Gomme, qui nous fait l'honneur, l'amitié et surtout la fidélité d'être notre invité spécial. Fin juin 2021, 15h, Inch'Allah, on reviendra globalement sur les grosses problématiques du secteur du numérique au Sénégal et évidemment les télécoms seront au cœur. Je vous partagerai un peu l'infographie pour le panel d'avenir, le panel de mercredi prochain. Mais avant, peut-être, Amadou Manel, quelques mots sur la suite. Je n'aime pas parler de conclusion, mais ça fait office de conclusion, ma question. Quelques mots peut-être pour la suite, pour les perspectives chez vous, au FD Sud. Oui, merci Ousmane de nous donner l'opportunité de partager avec vous des réflexions qu'on a souvent quant à l'avenir ou au développement du service universel au Sénégal. D'abord, me féliciter d'avoir une très belle équipe avec laquelle je travaille. Je ne suis pas seul. Aujourd'hui, l'unité de coordination et de gestion est composée vraiment de ressources humaines de qualité. On a des ingénieurs téléco, on a des ingénieurs génie civil, ou du moins un ingénieur génie civil. On a des spécialistes en gestion de projet. On a vraiment une équipe qui est aujourd'hui à même de porter les projets du FT Sud et d'en assurer la coordination et la gestion au quotidien. Et je m'en félicite. Je voudrais dire que, par exemple, en dehors des questions d'infrastructure sur lesquelles on s'est un peu appesanti aujourd'hui, sur la question des FAI sur lesquelles on est un peu revenu, en ce qui concerne les FAI, nous avons une approche pour le service universel. D'abord, dire qu'au niveau des établissements scolaires et universitaires, ainsi qu'en ce qui concerne le monde de la recherche, nous avons initié un projet qui concerne l'achat de capacités Internet, un projet, un contrat d'IRU sur une période de 15 ans pour doter les établissements scolaires, les universités et la recherche d'une capacité de 15 gigas sur cette période de 15 ans, de manière à permettre un accès à Internet gratuit pour les établissements scolaires publics, les universités et la recherche. Je pense que c'est assez important. Et dans le cadre maintenant de la mise à disposition de cette capacité, effectivement, nous allons découper le territoire en zones. Nous travaillons dans le cadre d'une convention que nous avons avec le ministère de l'Éducation nationale et les différents comités paritaires qui sont mis en place
vers des schémas qui reposent un peu sur les 15 académies que nous avons dans le pays et des choses importantes sont en train d'être faites à ce niveau-là. Nous avons des problèmes évidemment de coordination entre les politiques publiques, l'ADIE, Oui. même sur ces questions. Voilà, c'est un exemple typique de problématiques que nous avons parfois à gérer avec l'ADIE. Sur les choix et les stratégies d'avenir pour notre pays en ce qui concerne le service universel ou l'accès à l'Internet haut débit et très haut débit. Manela, qui a reçu un appel, mais bon, c'est bon, je pense que c'est bientôt fini. Qui concerne oui. Oui, en ce qui concerne les problèmes liés au handicap, les questions de genre sur les femmes, etc., oui. La formation des jeunes, des tout petits, nous avons énormément d'initiatives. C'est vrai que nous ne communiquons pas assez. Oui. Ça fait 1 an et demi qu'on est à l'œuvre. Nous avions d'autres priorités. Effectivement, il fallait structurer l'organe de mise en œuvre du fonds, qui est donc l'UCG, en le dotant de manuels de procédure, en le dotant d'un plan stratégique et vraiment d'outils et de tableaux de bord nécessaires pour sa gestion au quotidien et dans le temps. Mais nous déployons toute une série de projets dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture que nous accompagnons. Oui. Je reviens juste sur une question auquel je n'avais pas répondu concernant Ousseynou, sur lequel je peux donner un petit élément. Ousseynou, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, dans le cadre du PAEU, nous avons identifié 235 localités qui vont faire partie du périmètre du service universel. Environ 2 600 000 Sénégalais concernés pour la mise en place d'infrastructures au débit, très haut débit et de la téléphonie mobile dans ces localités-là sur la période de maintenant allant jusqu'à 2025. Maintenant, effectivement, les comités mis en place dans lesquels il y a des opérateurs et l'ensemble des parties prenantes doivent réfléchir sur la façon dont on doit opérationnaliser tout ceci. Et effectivement, vous manquez de visibilité sur ces projets parce que c'est des projets qui ne font pas l'objet de très grandes communications en ce moment. Mais dès qu'on aura terminé la phase pilote et qu'il sera question de la mise à l'échelle, effectivement, on aura une communication plus appropriée. Mais pour le moment, on est en mode co-construction, en concertation permanente avec l'ensemble des parties prenantes pour trouver le juste milieu dans la mise en œuvre de ce vaste projet et important projet. Voilà. Merci, merci. Oui, Amadou, allez-y. Et vraiment, on a soif de partager avec vous un peu tout l'espoir que nous avons en ce qui concerne le service universel au Sénégal et d'en apprendre également de vous. Je pense que les gens qui sont intervenus ont beaucoup d'expérience et nous gagnerons effectivement à les écouter et à pouvoir profiter de leur expérience pour améliorer les choses. Merci Amadou. Ousseynou, peut-être une dernière seconde. Oui, merci vraiment Amadou, merci d'avoir éclairé ma lanterne. J'avoue que j'avais aucune visibilité, d'où le nombre de questions assez élevées que j'ai posées. Merci, ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre. Après, juste une petite question qui va peut-être... En fait, ne pensez-vous pas que l'axe additionnel de 2007 devrait être révisé parce que la façon dont le service universel est défini et tout, je pense que c'est un peu obsolète. Ne pensez-vous pas que ça mérite d'être révisé? Amadou? Oui, non, mais en fait, bon, tout à l'heure, je disais à notre ami du Niger qu'il fallait pas, voilà, Mohamed, qu'il fallait pas être trop rigide sur les textes parce qu'ils sont appelés à évoluer dans le temps suivant la maturité du secteur et du marché. Ça, c'est nous, je pense, effectivement, qu'à un moment donné, nous avons estimé que le code de 2011, le code des télécommunications était obsolète. Nous en avons adopté un en 2019 qui a pris en compte effectivement la question de l'accès au service universel. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut estimer que c'est insuffisant. Nous allons faire la pratique donc au quotidien de ces nouveaux instruments à notre disposition. Mais je n'exclus pas que le Sénégal adapte son arsenal juridique et réglementaire
aux besoins et aux préoccupations du secteur qui est un secteur extrêmement dynamique sur lequel on note très régulièrement des retards des instruments par rapport aux acteurs qui sont sur le secteur. Et l'État s'efforce en tout cas, et pas que l'État, hein, c'est l'ensemble des acteurs qui sont dans le secteur qui réfléchissent au quotidien sur les dispositions réglementaires qui régissent le secteur et qui apportent leur contribution de manière à le faire évoluer. Antoine Gomme, que Ousmane qui a cité tantôt, est un fervent acteur de cet écosystème qui porte la voix du secteur privé numérique sur les changements et les adaptations nécessaires dans le cadre réglementaire et juridique pour faire évoluer les choses. Et donc, je garde l'espoir, comme vous, hein, que les dispositions réglementaires qui régissent le secteur aillent aussi vite que les acteurs du secteur pour coller à une certaine réalité et offrir un cadre plus propice au développement de nos entreprises et permettre un meilleur usage aux populations. Merci, merci infiniment Ousseynou, merci Dado, merci Seyni Fatou, Fatih, merci à Mohamed Bar du côté de RTL Niger. Merci évidemment parce que les remerciements ne s'arrêtent pas qu'à eux, à l'ensemble du public qui s'est encore une fois connecté pour partager avec nous cette belle après-midi, cette première belle après-midi avec le FD Sud, le Fonds de développement du service universel des télécoms. Pour moi, c'est vraiment une journée de stress qui s'arrête parce que j'étais tellement inquiet avec Amadou Manel du côté du Nord. Ce n'était pas très, très évident qu'on puisse l'avoir sur ce panel. Je l'ai beaucoup relancé d'ailleurs pour lui dire grand. Il faut vraiment qu'on conteste bien, qu'on prépare tout parce que franchement, vous êtes l'unique invité sur le panel. Il ne faudrait pas donc que tout le monde soit au rendez-vous et que vous ne le soyez pas. Ne serait-ce que pour m'avoir rassuré jusqu'ici, je suis très, très, très ravi et très honoré de l'avoir reçu. Très honoré également, comme à chaque fois, d'avoir l'attention du public. Pour nous, c'est important parce qu'évidemment, s'il n'y a pas d'acteurs derrière qui écoutent, qui suivent, qui interrogent, qui challengent, qui contribuent, qui suggèrent, qui posent des questions, évidemment, ce panel n'aurait aucun sens. Merci à tout le monde. Merci infiniment à vous aussi, Amadou Manel, coordonnateur du FD Sud. On espère évidemment, parce que le FD Sud est notre partenaire, l'avoir tout au long des prochaines années, tout au long de l'année, pour débriefer ensemble des sujets assez importants. Je l'ai dit tantôt, ce premier panel est le panel inaugural. Il est assez large, c'est fait exprès, mais au fur et à mesure, nous allons approfondir avec bien sûr les autres acteurs avec qui vous partagez ce même écosystème. Merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, mercredi 23. Et nous aurons le plaisir de recevoir un champion sénégalais, si on peut parler comme ça, Omar Cissé, le CEO de InTouch. On parle aujourd'hui de InTouch Group, qui viendra nous voir avec son équipe pour partager un peu autour de son parcours, échanger sur la problématique des fintech. Actuellement, c'est évidemment la grosse actualité au Sénégal. Et nous avons l'immense honneur d'avoir eu d'ailleurs la directrice générale de Orange Finance Mobile Sénégal dernièrement à la radio et à la télé pour débriefer un peu ces sujets. Nous allons poursuivre la réflexion mercredi prochain en recevant Omar Cissé, CEO de InTouch et son équipe. Et naturellement, il y aura l'annonce sur nos plateformes digitales. Il y aura le lien pour s'inscrire. On espère vous recevoir parce que, évidemment, quand on parle de fintech, on sait très bien qu'on n'est pas très loin des télécoms. C'est vraiment un monde, un gros monde avec un grand thème. Merci à vous. Je rappelle que ce panel va faire l'objet d'un replay un peu plus tard dans la soirée, Inch'Allah. Vous allez pouvoir le partager à volonté. L'idée derrière, c'est évidemment qu'on puisse rebondir pour suivre la réflexion autrement. Amadou et tout le monde, je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée déjà. C'est que l'heure diffère un peu selon les positions géographiques. Je sais que Dado est un peu aux alentours de presque 20h moins 2 à Dubaï et que Mohamed est à 17h52 à Niamey. Au Sénégal, nous sommes à 16h52 parce que nous avons le privilège d'être sur évidemment le fameux axe que vous connaissez qui fait que nous sommes en TU, en temps universel.
Merci, bonne soirée et rendez-vous mercredi prochain. À bientôt.